constate qu'actuellement, le principal souci des dirigeants, la recherche et la protection de leurs propres intérêts. Les calculs politiques du gouvernement et du parti politique HVM pour faire barrage au bon déroulement de la prochaine élection, ainsi que les actions du Parlement en sont la preuve. Face à la vente de la Villa Elisabeth, le Conseil pour la réconciliation nationale ou CRN a fait une déclaration au cours de la matinée. Et puis enfin, la commission électorale au Kenya a annoncé lundi la réélection du président sortant au scrutin du 26 octobre, boycotté par l'opposition. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer, on constate qu'actuellement, le principal souci des dirigeants, la recherche et la protection de leurs propres intérêts, les calculs politiques du gouvernement et du parti politique HVM pour faire barrage au bon déroulement de la prochaine élection, ainsi que les actions du Parlement en sont la preuve. Fezou Rafali. L'Assemblée nationale se fait discrète. Aucune déclaration à ce jour concernant la rumeur sur la motion de censure qui se trame au palais de Timbazaz, ni de la part des députés, ni de celui du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Jusqu'ici, on ne compte que des sujets qui touchent les intérêts personnels de chacun. D'autre part, depuis le 19 octobre, début de cette session parlementaire, les membres du Sénat ne se sont toujours pas réunis. Pour cause, les sénateurs du parti HVM refusent que la réunion soit présidée par le président actuel du Sénat. Aujourd'hui, le sénateur et le numéro 1 du parti HVM a organisé une réunion entre les sénateurs partisans du parti Ampeflou, un calcul politique évident qui éloigne d'ici l'année dernière une élection transparente et démocratique selon le politicien Arsan Razaf Jakout. Que ce soit les membres du Sénat, ceux du Parlement ou ceux du gouvernement, tous ne pensent qu'à défendre leurs propres intérêts. Aucun d'entre eux ne semble se soucier du bien-être de la population. Toujours dans ce contexte où est passée la proposition de la commission consultative portant sur le code électoral, si après passation vers le comité interministériel le 18 juillet, cette proposition était censée être présentée par ce dernier aux parlementaires le jeudi 26 octobre à Nous. Jusqu'à ce jour, il n'en est rien. Plus de précisions dans ce reportage de Ange Rarson. Les membres du CENI ne sont pas venus assister à la réunion de jeudi dernier à Nous. Pour cause, ils déclarent ne pas vouloir intervenir dans la tâche du comité interministériel. Par contre, Rakout Narif Thierry avance que la commission a collaboré avec les membres de la société civile, des partis politiques et des partenaires de Madagascar sur les grandes lignes de cette proposition. Il est du devoir du comité interministériel de présenter les avant-projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant aux élections aux parlementaires pour validation. Et pourtant, cette proposition n'est pas arrivée entre les mains des membres du Parlement. Il faut à peu près 5 ou 6 textes à voter pour cette année si l'on veut que les élections de 2018 se déroulent bien. Nous sommes déçus par rapport à ce qui se passe car le tableau synthétique qu'on nous a présenté manque de précision. Nous espérons que le code électoral soit bientôt voté pour savoir ce qu'il faudra ou ne faudra pas faire au cours de ces élections. Le président du CENI a également déclaré que la date des élections se rapproche et de ce fait, les textes qui vont régir cet événement devraient déjà être pris. Hamoana ireo didy amandalana rehetra ifehy ny fifidianana eto Madagasikara.
Selon les normes internationales, un code électoral définitif devrait être voté 8 mois avant les élections et mis à la connaissance de tous. Et pourtant, force est de constater que la révision de ce fameux code électoral ne fait toujours pas partie de l'ordre du jour pour cette seconde session parlementaire. Un fait qui accuse à nouveau la mauvaise foi du gouvernement pour une élection présidentielle transparente en 2018. Également dans l'actualité, face à la vente de la Villa Elisabeth, le Conseil pour la réconciliation nationale, ou CRN, a fait une déclaration au cours de la matinée. Ils vont demander à ce qu'une enquête soit ouverte par le Bianco pour faire la lumière sur cette affaire et compte faire connaître ce cas au niveau national à travers le Madared. Michela Renardzon. Une manière de détourner l'attention de la population, voilà comment le CRN classifie l'affaire de l'ancienne résidence du professeur Albert Zaf. Ce gouvernement n'hésite pas à céder des propriétés appartenant à l'État. La Villa Elisabeth n'est pas la première à être passée aux mains d'un particulier. Le CRN compte déposer une plainte face à cette situation, car le cas de la Villa Elisabeth n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement vend une propriété appartenant à l'État. En tant que partisan de l'ancien chef d'État Albert Zaf, ce conseil entend faire passer cette affaire au sein de la Bianco. Il compte également faire passer l'information aux 4 coins du pays via Madared, comme à l'habitude du professeur Albert Zaf. Rappelons que selon les informations, c'est l'entreprise Madaterrain 0321 qui a procédé à cet achat, une cession officialisée le 24 janvier 2014. Pour l'instant, aucun membre de la famille du défunt président ne s'est manifesté face à cette affaire. Aucune déclaration également de la part du gouvernement, ni du ministère des Finances et du Budget. Toujours dans l'actualité, selon le dernier bilan, l'épidémie de la peste a évolué durant ces quelques semaines à Madagascar. Les élèves seront ainsi surveillés afin d'assurer la prochaine rentrée le 6 novembre 2017. Narina Djamayev. Selon le ministère de la Santé publique, le nombre des malades diminue en ce moment. L'épidémie n'est pas encore contrôlée, des cas de peste sont encore en train de se former, les responsabilités du ministère ne sont pas encore assez pour contrôler la maladie qui sévit dans le pays. Ainsi, au niveau de l'éducation, le ministère concerné a mis en place un comité de santé afin de surveiller l'état de santé de chaque élève pendant la reprise des cours le 6 novembre prochain. Tous les élèves grippés ou encore atteints d'autres maladies, hormis la peste, ne doivent pas entrer dans les domaines scolaires. Ce que nous avons pris, c'est d'abord de rappeler aux parents et de renforcer cette communication comme quoi un élève ou un enfant qui n'est pas bien, qui ne se sent pas bien, ne doit pas être amené à l'école, mais plutôt dans un centre de santé pour une consultation et donc éviter l'entrée d'une personne malade, que ce soit un cas suspect de peste ou non, dans le domaine scolaire. Depuis le 28 octobre 2017, le bilan de la peste est comme suit. 52 personnes sont sous traitement, 6 personnes sont suspectées parmi les hôpitaux de la capitale. 24 personnes sont guéries et aucun décès pour le moment. Dans les régions, 122 personnes sont sous traitement, 10 cas suspectés et 32 guéris. Comme à Antananarivo, aucun mort n'a été constaté durant ces 2 derniers jours. Selon nos sources d'information, le gouvernement malgache a reçu un financement de 5 millions de dollars afin de compenser les besoins du pays concernant la peste. Dans le reste de l'actualité, c'est la nomination des 7 nouveaux membres de la délivrance des cartes d'identité professionnelle. Des journalistes soulèvent des suspicions d'un des membres du MLE quant aux réelles intentions du ministère de la Communication. Rappelons que les critères déterminant ce choix ne sont pas prévus dans le Code de la communication. Reportage. Au cours de la semaine dernière, le ministère de la Communication a dévoilé la liste des personnes nommées comme nouveaux membres de la commission de délivrance de la carte d'identité professionnelle de journalistes. Le mandat du bureau de l'OJM prend fin en même temps que la validité des cartes professionnelles pour cette année. Selon les explications, l'intervention du ministère dans la nomination de ses membres a toujours été un problème. Les membres du mouvement pour la liberté d'expression suspectent un calcul politique.
dans la nomination des nouveaux membres de la commission de délivrance de la carte d'identité professionnelle des journalistes pour un mandat de 2017 à 2020. Ny fanontaniana dia zao, ny karatra maty ihany ho an'ny olavitra ny mpitsabo ve tsy maintsy. L'objectif du ministre est clair. Il s'agit de faire en sorte que le candidat qui lui convienne soit élu président de l'ordre des journalistes. Des cartes professionnelles de journalisme vont être distribuées à toutes sortes d'individus, chauffeurs, animatrices, vendeurs, afin de pouvoir élire son candidat. Ndraisin'ny ministère manokana ity amin'ny fanaovana an'io karatra maty an'io. Le grand ménage doit se faire dans le cadre du journalisme et pour l'heure, aucune solution par rapport à cela n'a été vue jusqu'à ce jour. Sans compter les différentes actions de l'État pour faire pression sur le monde du journalisme, comme le prouve le cas de l'adoption du Code de la communication au cours de l'année 2016. Un des combats que la MLE mène encore actuellement. Nous l'avons annoncé dans les titres, la commission électorale au Kenya a annoncé lundi la réélection du président sortant au scrutin du 26 octobre, boycotté par l'opposition. Seuls 38,84% des 19,6 millions d'électeurs inscrits se sont mobilisés. Quelques précisions avec France 24. C'est une victoire écrasante mais sans surprise. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, vient d'être réélu à son poste avec plus de 98% des suffrages exprimés par le peuple. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la commission électorale. Pour Uhuru Kenyatta, ces résultats confortent sa victoire lors de la première élection présidentielle, invalidée par la suite par la Cour suprême. Ce n'était rien de plus qu'une revalidation de la volonté du peuple, de son désir d'unité nationale. Le 8 août dernier, le scrutin donnant la victoire à Uhuru Kenyatta avait été annulé pour irrégularité puis reporté. Cette fois, la commission électorale estime que le vote s'est déroulé selon les règles et affirme avoir rempli sa mission. Pour nous, et je crois pour chaque Kenyan, cette élection est juste, libre et crédible. Ce n'est pas l'avis du principal opposant, Raila Odinga. Ce dernier avait appelé à boycotter ce scrutin, estimant que les conditions n'étaient toujours pas remplies. Selon la commission, plus de 61% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes. 4 comtés sur 47 n'ont pas pu ouvrir leur bureau de vote en raison du risque sécuritaire dans des quartiers acquis à l'opposition. Les autorités redoutent à présent des violences. Uhuru Kenyatta a appelé à la paix et au calme. Mais après l'annonce des résultats, plusieurs dizaines de manifestants avaient déjà gagné la rue. Depuis le 8 août dernier, date de la première élection, au moins 49 personnes sont mortes, pour la plupart dans la répression des manifestations par la police. Et puis enfin, le procès Mera entre dans sa dernière ligne droite, avec notamment le réquisitoire attendu lundi concernant Abdelkader Mera, poursuivi pour complicité des assassinats commis par son frère Mohamed. Les détails dans ce reportage de France 24. C'est dans cet immeuble que Mohamed Mera a été abattu le 22 mars 2012. Après 32 heures de siège, les policiers du RAID lancent l'assaut contre le tueur au scooter, responsable d'une série d'assassinats qui a semé la terreur en France. Ces attaques ont commencé 11 jours plus tôt. Le 11 mars 2012 à Toulouse, Mohamed Mera abat d'une balle dans la tête Imad Benziaten, un sergent parachutiste. 4 jours plus tard, 2 autres militaires, Abel Chenouf et Mohamed Le Gouad, sont assassinés à Montauban. Un 3e est grièvement blessé. Le 19 mars, Mohamed Mera abat à bout portant Jonathan Sandler, ses 2 enfants et une fillette du collège juif aux Zaratora à Toulouse. Le 21 mars, soit un jour avant la mort de Mohamed Mera, Abdelkader Mera, son frère, est arrêté à son domicile. Les enquêteurs sont convaincus que ce dernier a joué un rôle dans l'endoctrinement de son frère. Et c'est tout l'enjeu du procès. Abdelkader Mera est poursuivi pour complicité d'assassinat et tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Ce que nous attendons, c'est que la vérité soit faite sur ce dossier, que la justice puisse dire que le frère de Mohamed Mera a agi dans le cadre des actes qui lui sont reprochés, que Mohamed Mera
n'était pas, contrairement à ce que l'on a bien voulu nous dire à l'époque, un loup solitaire. Abdelkader Merah nie avoir eu connaissance des projets terroristes de son frère. Le verdict dans ce procès sera rendu jeudi prochain. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. On constate qu'actuellement, le principal souci des dirigeants, la recherche et la protection de leurs propres intérêts, les calculs politiques du gouvernement et du parti politique HVM peuvent faire barrage au bon déroulement de la prochaine élection, ainsi que les actions du Parlement en sont la preuve. Et puis face à la vente de la Villa Elisabeth, le Conseil pour la réconciliation nationale, ou CRN, a fait une déclaration au cours de la matinée. Et puis, la commission électorale au Kenya a annoncé lundi la réélection du président sortant au scrutin du 26 octobre, boycotté par l'opposition. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.